Le 19 septembre 1944, à 7h15 du matin, le capitaine Richard Lamison était accroupi dans la tourelle de son char M4 Sherman, près du village français de Lazy, regardant le brouillard s'étendre sur les terres agricoles et écoutant un bruit qui n'avait rien à faire là. Le son était reconnaissable entre tous. Des moteurs de chars allemands, et ils étaient proches. Lamison commandait la compagnie C, 37e bataillon de chars, 4e division blindée. Ces Sherman étaient positionnés le long d'une crête surplombant la route de Bisange-lès-Pitry, enterrés dans des positions hull down où seules leurs tourelles dépassaient au-dessus de la crête. Quelque part, dans ce brouillard, des Panthers allemands avançaient vers eux. Lamison pouvait les entendre, mais pas les voir. Le brouillard était si épais que la visibilité était tombée à moins de 100 mètres. Les Panthers étaient supérieurs aux Sherman à presque tous les égards mesurables. La plaque de blindage frontale du Panther mesurait 80 mm d'épaisseur et était inclinée à 55 degrés, lui donnant une épaisseur effective de près de 140 mm contre les obus ennemis. Le blindage frontal du Sherman était de 51 mm, incliné à 56 degrés. Le canon de 75 mm à haute vélocité d'un Panther pouvait percer un Sherman à plus de 2000 mètres. Le canon standard de 75 mm du Sherman ne pouvait pas percer le blindage frontal d'un Panther à aucune distance. Pas à 2000 mètres, pas à 1000 mètres, pas à 500 mètres, pas même à bout portant. Les hommes de la compagnie de Lamison connaissaient ces chiffres. Chaque tankiste américain en France les connaissait. Le Panther était la réponse de l'Allemagne au T-34 soviétique, un prédateur de 45 tonnes conçu spécifiquement pour détruire les blindés ennemis. Le Sherman pesait 33 tonnes et avait été conçu pour soutenir l'infanterie, exploiter les percées et foncer à travers les brèches dans les lignes ennemies. Il n'était jamais destiné à combattre d'autres chars. Ce travail revenait aux bataillons de chasseurs de chars avec leurs armes anti-chars spécialisées. Sur le papier, cet engagement aurait dû être un massacre. Ce que ni Lamison ni les commandants allemands avançant dans ce brouillard ne comprenaient, c'est que les 11 jours suivants deviendraient l'une des victoires blindées américaines les plus décisives de toute la guerre. 200 chars et canons d'assaut allemands seraient détruits ou mis hors de combat. Les pertes américaines seraient de 48 chars. Le ratio de destruction serait meilleur que 4 pour 1 en faveur des Américains. Et rien de cela ne se produirait à cause d'un équipement supérieur. Cela se produirait parce que des fils de fermiers de l'Iowa, des ouvriers d'usine du New Jersey et des instituteurs de l'Illinois avaient appris quelque chose que les Allemands avaient oublié. Dans la guerre des blindés, l'équipage compte plus que la machine. L'entraînement compte plus que la technologie et le travail d'équipe compte plus que le tonnage. Ce qui s'est passé près de ce petit village français appelé Haraucourt prouverait que la doctrine et le commandement pouvaient surmonter un désavantage technologique. Cela deviendrait une étude obligatoire dans les écoles militaires américaines pendant des décennies, et cela démontrerait que les hommes qui entretenaient, servaient et commandaient ces chars Sherman soi-disant inférieurs étaient tout sauf inférieurs eux-mêmes. La 4e division blindée fonçait à travers la France depuis fin juillet 1944. Après avoir percé depuis la tête de pont normande lors de l'opération Cobra, la division était devenue la pointe de la 3e armée du général George Patton. Ils avançaient si vite que les unités allemandes se retrouvaient souvent encerclées avant de savoir que les Américains étaient arrivés. Les villes tombaient avant que leurs garnisons ne puissent organiser une résistance. Les dépôts de ravitaillement étaient capturés intacts. Les soldats allemands, à qui on avait dit que les Américains étaient mous et mal commandés, découvraient que ces descriptions étaient inexactes. La division était commandée par le général de division John Shirley Wood, un homme que ses soldats appelaient Tiger Jack. Wood était agressif, non conventionnel et adoré de ses troupes. Il avait été professeur de français à West Point avant la guerre, ce qui lui avait valu le surnom de P pour professeur parmi ses collègues officiers. Mais ces hommes le connaissaient sous un autre nom. Ils l'appelaient Tiger Jack à cause de sa férocité au combat et de son insistance sur l'action offensive à chaque opportunité. Wood croyait à la vitesse. Il croyait qu'un char en mouvement était plus difficile à toucher qu'un char immobile. Il croyait qu'un ennemi maintenu en déséquilibre ne pouvait pas coordonner une résistance efficace.
Ils croyaient à frapper avant que l'ennemi ne puisse réagir, et à mener depuis l'avant plutôt que de commander depuis l'arrière. L'historien militaire britannique Basil Liddell Hart appellerait plus tard Wood le Rommel des forces blindées américaines. Comme le célèbre maréchal allemand, Wood commandait depuis des positions avancées, se plaçant souvent au point de plus grand danger. Comme Rommel, il comprenait que la guerre blindée récompensait l'audace et punissait l'hésitation. Et comme Rommel, il avait entraîné sa division à opérer avec une vitesse et une indépendance qui horrifiaient les commandants plus prudents. Mais à la mi-septembre, l'avance éclair s'était arrêtée. Pas à cause de la résistance allemande, pas parce que la division avait dépassé sa puissance de combat, mais à cause de l'essence. Le commandant suprême allié, le général Dwight Eisenhower, avait détourné les approvisionnements en carburant pour soutenir l'opération Market Garden aux Pays-Bas. La 3e armée de Patton était coincée dans l'est de la France, avec des réservoirs presque vides et un commandant frustré qui passait des jours à supplier pour du carburant qui n'arrivait jamais. Cette pause donna aux Allemands exactement ce dont ils avaient besoin, du temps. Adolf Hitler ordonna une contre-offensive immédiate. L'objectif était de détruire la tête de pont américaine sur la Moselle et de repousser les forces de Patton dans le centre de la France. En cas de succès, cette attaque permettrait à l'Allemagne de gagner du temps pour consolider ses défenses le long de la ligne Siegfried et se préparer pour l'hiver à venir. Hitler croyait qu'une défaite nette pourrait convaincre les Américains de négocier plutôt que de poursuivre leur avance coûteuse. Pour y parvenir, la 5e armée panzer allemande rassembla 262 chars et canons d'assaut. La force comprenait plus de 100 des redoutables chars Panther, le meilleur blindé moyen produit par l'Allemagne. Elle comprenait également des chars Panzer IV, des canons d'assaut et des transports de troupes blindées. La force était divisée en 2 nouvelles brigades Panzer, la 111e et la 113e, plus des éléments de la vétérane 11e Panzer Division. Sur le papier, c'était une force formidable. Les commandants qui planifièrent l'offensive s'attendaient à une victoire rapide. Ils frapperaient la pointe américaine avec une puissance blindée écrasante, détruiraient la 4e division blindée et déborderaient le flanc de la 3e armée avant que Patton ne puisse réagir. La réalité était bien différente. Les brigades panzer allemandes n'étaient pas des formations d'élite. C'étaient des unités improvisées, bricolées, dans une hâte désespérée pour respecter le calendrier d'Hitler. Le personnel de base provenait de survivants de divisions détruites sur le front de l'Est. Des hommes qui avaient traversé la machine à viande de l'offensive d'été soviétique et en étaient sortis avec les nerfs brisés et les unités décimées. Ces vétérans étaient expérimentés. Oui, mais ils étaient aussi épuisés, démoralisés et dispersés à travers l'Allemagne, en attente de nouvelles affectations. Pour compléter les brigades, l'armée allemande prit du personnel terrestre de la Luftwaffe qui n'avait jamais servi dans un char, du personnel naval de navires qui ne navigueraient plus jamais, et de jeunes conscrits avec un entraînement minimal. La plupart des équipages de chars n'avaient reçu que 2 semaines d'instruction avant d'être envoyés au combat. 2 semaines pour apprendre à conduire un véhicule de 45 tonnes. 2 semaines pour apprendre à charger, viser et tirer un canon à haute vélocité. 2 semaines pour apprendre à travailler en équipe de 5 hommes dans une boîte en acier où une seule erreur signifiait une mort ardente. Beaucoup ne savaient pas lire les cartes. Certains n'avaient jamais tiré avec leur canon principal lors d'exercices réels parce que les pénuries de carburant empêchaient un entraînement adéquat. D'autres n'avaient jamais conduit leur char de nuit ou dans le brouillard. Ils connaissaient la théorie de la guerre blindée par les manuels et les conférences. Ils ne connaissaient rien à sa réalité. Ces équipages reçurent des chars Panther tout neufs, des machines qui exigeaient un entretien expérimenté et une manipulation soigneuse, et on leur dit de détruire la pointe de Patton. Le Panther était une machine magnifique, mais aussi exigeante. Sa transmission était notoirement fragile, nécessitant une manipulation prudente que les conducteurs inexpérimentés ne fournissaient rarement. Ces trains de roulement avant, fabriqués en acier de moindre qualité, avec la détérioration de la situation des matières premières allemandes, s'usaient rapidement lorsqu'ils étaient soumis à un traitement brutal. Les équipages expérimentés savaient comment chouchouter ces composants, comment éviter les démarrages saccadés et les arrêts brusques qui les endommageaient. Les équipages inexpérimentés, non.
Les rapports de maintenance allemands de la campagne racontent une histoire de panne mécanique presque aussi dévastatrice que les pertes au combat. Les Panthers tombaient en panne lors des marches d'approche avant d'atteindre le champ de bataille. Les transmissions tombaient en panne pendant les manœuvres. Les moteurs surchauffaient parce que les équipages ne connaissaient pas les procédures de mise en route correctes. Parmi les chars perdus durant les combats d'Harrachur, presque autant furent abandonnés à cause de problèmes mécaniques que détruits par le feu ennemi. Les équipages panzer allemands expérimentés qui avaient combattu de la Pologne à la France et à la Russie savaient comment maintenir leurs machines en état de marche. Ils connaissaient les sons indiquant un problème, les vibrations prévenant d'une panne imminente, les signes subtils que quelque chose n'allait pas. Mais ces équipages expérimentés étaient morts, capturés ou dispersés à travers l'Europe dans des unités décimées. Les hommes qui montaient dans ces Panthers n'avaient pas cette connaissance. On leur avait dit qu'ils montaient les meilleurs chars du monde. Ce qu'on ne leur avait pas dit, c'est que ces chars exigeaient les meilleurs équipages du monde pour réaliser leur potentiel. Face à eux se trouvait le Combat Command A de la 4e division blindée, commandé par le colonel Bruce Clark. Clark était ingénieur de formation, diplômé de West Point en 1925 et titulaire d'un diplôme de Cornell. C'était un résolveur de problèmes, un étudiant de la guerre mobile et l'un des commandants tactiques les plus capables de l'armée américaine. Le commandement de Clark consistait principalement en le 37e bataillon de chars du lieutenant-colonel Creighton Abrams, plus le 53e bataillon d'infanterie blindée, des éléments du 35e bataillon de chars, le 704e bataillon de chasseurs de chars, équipé de M18L4 et l'artillerie de soutien de plusieurs bataillons d'artillerie de campagne. Clark avait environ 45 chars pour s'opposer à l'attaque allemande. Les Allemands en engageaient 130, mais Clark avait quelque chose que les Allemands n'avaient pas. Ces hommes combattaient ensemble depuis la Normandie. Ils avaient appris les habitudes les uns des autres, se faisaient confiance, savaient comment se coordonner sans communication radio intensive. Plus important encore, ils avaient passé 2 ans à s'entraîner sous Tiger Jack Wood avant d'entrer au combat. 2 ans. 730 jours de manœuvre, d'exercice, de simulation et de critique. 730 jours à apprendre à travailler en équipe. 730 jours à construire le genre de confiance qui permet aux commandants de chars de savoir ce que leurs équipiers feront sans avoir à demander. L'entraînement n'avait pas été facile. Wood poussait ses hommes durs, exigeant des standards que certains officiers jugeaient excessifs. Les équipages effectuaient des exercices de tir réels, dans des conditions simulant le combat au plus près. Ils s'entraînaient de nuit, par mauvais temps, sur un terrain inconnu. Ils faisaient des erreurs et en tiraient des leçons. Ils échouaient et réessayaient. Mais plus que les compétences techniques, Wood entraînait ses hommes à penser. Il voulait des commandants de chars capables d'évaluer une situation et d'agir sans attendre d'ordre. Il voulait des tireurs capables d'engager des cibles sans qu'on le leur dise. Il voulait des conducteurs qui comprenaient le mouvement tactique, pas seulement comment diriger un char. Il voulait des équipages qui fonctionnaient en équipe, chaque homme connaissant son travail et faisant confiance à ses camarades pour connaître le leur. Cette philosophie s'étendait à toute la division. Les officiers à tous les niveaux étaient censés prendre des initiatives pour exploiter les opportunités sans attendre l'approbation de leurs supérieurs. Les communications radio servaient à coordonner, pas à contrôler. Les commandants faisaient confiance à leurs subordonnés pour prendre de bonnes décisions parce qu'ils s'étaient entraînés avec eux pendant 2 ans et connaissaient leurs capacités. L'armée allemande avait autrefois fonctionné de la même manière. Le concept de tactique de type mission, appelé Auftragstaktik, était une invention allemande qui avait rendu possible leur première victoire. Mais en 1944, l'armée allemande avait perdu la plupart des officiers qui comprenaient et pratiquaient cette approche. Les hommes qui dirigeaient les brigades Panzer à Harrachur étaient des étrangers les uns pour les autres, opérant sous des structures de commandement centralisées qui exigeaient une approbation pour des actions que leurs homologues américains exécutaient automatiquement.
Les équipages allemands avaient reçu 14 jours. Cette différence allait s'avérer décisive. La première indication que quelque chose d'inhabituel se passait vint le 14 septembre, 5 jours avant le début de la bataille principale. Le 37e bataillon de chars avait poussé à l'est à travers la Moselle et avancé profondément en territoire tenu par les Allemands. Près du village de Valhey, ils rencontrèrent des forces allemandes de la 15e Panzergrenadier Division, une unité vétérane qui combattait depuis l'Afrique du Nord. Le sergent Joseph Sadowski commandait le 2e char de la colonne de tête, alors que la compagnie A entrait dans la place du village. Sadowski avait 26 ans, né à Perth Amboy, New Jersey, dans une famille d'immigrants polonais. Il s'était engagé dans l'armée en mai 1941, des mois avant Pearl Harbor, et était avec le 37e bataillon de chars depuis sa formation. En septembre 1944, c'était l'un des commandants de chars les plus expérimentés de la division. Alors que le Sherman de Sadowski tournait au coin de la place, un canon anti-char allemand de 88 mm tira à moins de 20 mètres. L'obus frappa le char de plein fouet, pénétrant le blindage et enflammant les munitions stockées à l'intérieur. Le Sherman prit feu. La soudaineté de l'attaque paralysa la colonne. Les équipages des véhicules suivants ne savaient pas d'où venait le feu. L'infanterie allemande ouvrit le feu depuis les fenêtres et les portes avec des pistolets mitrailleurs et des fusils. La situation était chaotique. Sadowski n'hésita pas. Il ordonna à son équipage de descendre et de se mettre à couvert dans les bâtiments bordant la place. Alors que ses hommes s'éloignaient du char en flammes, Sadowski réalisa qu'un membre de son équipage, le mitrailleur de caisse, n'avait pas pu s'échapper. L'homme était piégé à l'intérieur du véhicule en feu et les flammes se propageaient. Sans hésitation, Sadowski courut à travers la grêle de feu allemande et grimpa sur la coque de son Sherman en flammes. Il essaya de forcer l'écoutille du mitrailleur de caisse, travaillant à main nue contre du métal qui chauffait déjà à cause des flammes intérieures. Les mitrailleurs allemands concentrèrent leur feu sur lui. Des balles de fusil sifflèrent près de sa tête. Pourtant, il continua, essayant de libérer son coéquipier piégé. Sadowski fut tué par une rafale de mitrailleuses avant de pouvoir achever son sauvetage. Il tomba sur la coque de son char, les mains toujours tendues vers l'écoutille. La mort de Sadowski aurait pu paralyser l'avance américaine. Au lieu de cela, elle la galvanisa. Les équipages de chars restants, inspirés par le sacrifice de leur sergent, avancèrent avec une férocité accrue. Ils détruisirent 8 canons anti-chars allemands de 88 mm et tuèrent ou capturèrent 300 soldats ennemis. La ville de Valhey tomba dans l'heure. Sadowski recevrait la médaille d'honneur à titre posthume, la citation notant que son sacrifice galant et noble de sa vie pour aider son camarade, entrepris face à une mort presque certaine, inspira tellement le reste des équipages de chars qu'ils avancèrent avec une plus grande détermination. Mais ce qui importait cet après-midi-là, c'était ce que sa mort révélait sur les équipages de chars américains. Ce n'étaient pas des conscrits combattants parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ce n'étaient pas des hommes assignés à des chars parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où les mettre. C'étaient des volontaires qui croyaient si profondément les uns aux autres qu'ils préféraient mourir plutôt que d'abandonner un camarade. Ce genre de cohésion unitaire ne peut pas être fabriqué en 2 semaines d'entraînement. Elle ne peut pas être ordonnée par des commandants ou mandatée par des règlements. Elle naît d'expériences partagées, d'épreuves partagées, de dangers partagés. Elle naît d'hommes qui ont combattu ensemble, saigné ensemble, perdu des amis ensemble. Les équipages de chars allemands arrivant en Lorraine n'avaient rien de tout cela. Beaucoup n'avaient rencontré leurs coéquipiers que quelques jours avant d'entrer au combat. Leurs commandants étaient des étrangers. Leur tactique était non testée. Ils avaient des machines supérieures, mais ils n'avaient pas les liens invisibles qui transforment 5 hommes dans une boîte d'acier en une équipe de combat. Le matin du 19 septembre, l'offensive allemande commença sérieusement. La 113e Panzerbrigade frappa la première, avançant à travers le brouillard vers les positions américaines autour d'Haracourt. Le commandant de la brigade, l'oberst Erich von Seckendorf, ordonna à ses Panthers d'avancer en formation de compagnie, confiant que son blindage supérieur balayerait toute opposition que les Américains pourraient rassembler. Le brouillard était si épais que la visibilité tomba à moins de 75 mètres dans certains secteurs. Les commandants allemands considéraient cela comme un avantage.
Cela protégerait leurs chars des avions américains qui s'étaient révélés dévastateurs pour les formations allemandes dès que le temps s'éclaircissait. Cela leur permettrait de se rapprocher à portée effective avant que les Américains ne puissent utiliser leurs armes à plus longue portée. Ce que les commandants allemands ne considérèrent pas, c'est l'effet de ce brouillard sur leur propre coordination. La 113e Panzerbrigade n'avait pratiquement aucune unité de reconnaissance. La hâte de sa formation n'avait pas permis l'organisation adéquate d'éclaireurs et d'observateurs avancés. La brigade avançait à l'aveugle, ses Panthers tâtonnant leur chemin à travers la brume, sans vision claire de ce qui se trouvait devant. C'était un échec fondamental de la planification allemande. La reconnaissance avait toujours été une force allemande. Leur Panzerdivision d'avant-guerre comprenait des bataillons de reconnaissance spécialisés qui éclairaient devant la force principale, identifiaient les positions ennemies et fournissaient des renseignements cruciaux. Mais les brigades Panzer avaient été assemblées trop rapidement pour inclure de telles unités. Elles étaient toutes croques et pas Dieu. Les forces américaines, en revanche, avaient d'excellentes reconnaissances. Le 25e squadron de reconnaissance de cavalerie fournissait des informations continues sur les mouvements allemands. Les avions d'observation d'artillerie, lorsque le temps le permettait, observaient les formations ennemies depuis le ciel. Les patrouilles d'infanterie sondèrent les positions allemandes et rapportèrent ce qu'elles trouvaient. Le colonel Clark savait où étaient les Allemands. Les commandants allemands ne savaient pas où il était. Cette asymétrie d'information s'avéra décisive. Les Américains pouvaient préparer des positions, coordonner les tirs de soutien et positionner des réserves pour faire face aux attaques dont ils savaient qu'elles arrivaient. Les Allemands avançaient à l'aveuglette dans des embuscades qu'ils ne voyaient jamais venir, engageaient des ennemis dont ils n'identifiaient jamais les positions, perdèrent des chars sous des tirs venant de directions qu'ils n'attendaient pas. Le capitaine William Dwight était l'officier de liaison du 37e bataillon auprès du quartier général du commandant de combat. Peu après 7 heures ce matin-là, il revenait d'une réunion de coordination de routine lorsqu'il repéra un mouvement dans le brouillard. Des Panthers allemands, et il se dirigeait directement vers le poste de commandement du colonel Clark. Dwight n'attendit pas d'ordre. Il attrapa un peloton de chasseurs de chars M18 L4 et une poignée d'équipage de Sherman et organisa une défense immédiate de la route menant au quartier général. Le M18 L4 était un véhicule inhabituel. Il montait un canon de 76 mm qui pouvait pénétrer le blindage latéral d'un Panther à courte portée, mais il n'avait presque aucun blindage propre. La protection du L4 était sa vitesse. C'était le véhicule chenillé le plus rapide de l'inventaire américain, capable de 88 km à l'heure sur route. Ses équipages l'appelaient la chose la plus rapide sur chenille. Dans le brouillard, la vitesse ne signifiait rien. Chaque engagement serait à courte portée où le blindage mince du Hellcat le rendait terriblement vulnérable. Un seul coup de canon de Panther le détruirait. Mais Dwight n'avait pas d'autre option. Les Panthers arrivaient et quelqu'un devait les arrêter. Ce qui suivit fut une bataille de retardement désespéré à travers la campagne française. Les chasseurs de chars de Dwight engagèrent les Panthers à des distances parfois mesurées en dizaines de mètres plutôt qu'en centaines. À de telles distances, le canon et le blindage supérieur du Panther ne signifiaient rien. Les équipages de M18 utilisèrent leur vitesse pour esquiver entre les haies et les bâtiments de ferme, tirant des coups sur les flancs exposés avant de disparaître dans le brouillard. 9 Panthers brûlèrent ce matin-là près du poste de commandement. Dwight perdit 3 de ses 4 L4, leur blindage mince ne faisant pas le poids face aux canons allemands lorsque les Panthers parvenaient à obtenir des tirs clairs. Mais il les retint. Il les retint assez longtemps pour que les renforts arrivent, assez longtemps pour que Clark organise une défense cohérente, assez longtemps pour que l'attaque allemande perde son élan. Dwight survécut à la bataille. Il recevrait plus tard la Distinguished Service Cross pour ses actions ce matin-là. La citation notant que son action rapide et héroïque fut largement responsable d'avoir empêché l'ennemi de submerger le poste de commandement. Alors que Dwight menait son action retardatrice près du quartier général, l'assaut allemand principal se développait contre la compagnie C du 37e bataillon de chars près du village de Lezay.
La Mison avait positionné 2 de ses Sherman dans une position dissimulée, surplombant la route de Bure, leur coque creusée dans le versant inverse d'une petite crête, de sorte que seule leur tourelle était visible. La position avait été préparée pendant la nuit par des équipages qui comprenaient que leur survie dépendait de l'utilisation du terrain pour compenser le blindage inférieur de leurs chars. Les commandants de chars, dans ces positions avancées, observaient le brouillard depuis avant l'aube, écoutant le grondement lointain des moteurs et attendant que des cibles apparaissent. Lorsque les Panthers émergèrent enfin de la brume, ils étaient à moins de 75 mètres. À cette distance, même le canon standard de 75 mm du Sherman pouvait pénétrer le blindage du Panther. Pas le frontal, trop épais et trop bien incliné. Mais les côtés et l'arrière étaient vulnérables, surtout à courte distance où les obus américains pouvaient frapper sous des angles favorables. Le Panther de tête ne vit jamais ce qui le tua. Un tireur américain plaça un obus dans l'anneau de tourelle où la tourelle rotative rencontrait la coque. Le Panther tangua et s'arrêta, commençant à brûler. Un second Panther essaya de reculer, mais exposa son blindage arrière plus fin dans le processus. L'équipage de Sherman le détruisit avant que le conducteur allemand ne puisse terminer son virage. La colonne allemande était tombée directement dans une embuscade. Leurs équipages inexpérimentés n'avaient aucune idée d'où venait le feu. Le brouillard dissimulait les positions américaines et la fumée des chars en feu ajoutait à la confusion. Certains commandants de Panther essayèrent d'avancer pour trouver des cibles. D'autres essayèrent de battre en retraite. D'autres restaient immobiles, leurs équipages paralysés par la violence soudaine. Le résultat fut le chaos. La Mison coordonna son peloton par radio, dirigeant les chars vers des positions où ils pouvaient engager les Allemands désorientés depuis plusieurs directions. Les équipages américains, qui s'étaient entraînés ensemble pendant 2 ans, exécutaient des exercices de tir et de manœuvre sans y penser consciemment, chaque commandant de char sachant où seraient ses équipiers et ce qu'ils feraient. Les équipages allemands, combattant ensemble pour la première fois, n'avaient pas une telle coordination. Lorsque leur radio crépitait d'ordre, ils ne pouvaient souvent pas identifier qui parlait ou quelle unité était concernée. Lorsque les Panthers se déplaçaient pour se soutenir mutuellement, ils se retrouvaient parfois sous le feu d'autres Panthers qui les prenaient pour des chars américains dans le brouillard. Lorsque le brouillard commença à se lever vers midi, 43 chars allemands gisaient en feu à travers le champ de bataille. Les pertes américaines ce premier jour furent de 8 chars. 5 Sherman et 3 chasseurs de chars. La disparité des pertes était stupéfiante. Les Allemands avaient engagé leurs meilleurs blindés, surpassant numériquement les défenseurs par près de 3 contre 1 et avaient obtenu la surprise tactique grâce au brouillard. Selon toutes les mesures conventionnelles, ils auraient dû gagner. Au lieu de cela, ils avaient été détruits. Les survivants battirent en retraite en désordre. Les officiers allemands qui essayèrent de rallier leurs équipages trouvèrent des hommes qui avaient perdu toute confiance en leur entraînement, leur commandant et leur équipement. Les Panthers, qui semblaient invincibles dans les films d'entraînement, brûlaient maintenant comme n'importe quel autre char lorsqu'ils étaient touchés sur le flanc. Les équipages à qui on avait dit qu'ils balayeraient l'opposition américaine avaient plutôt été pris en embuscade, débordés et décimés. Cette nuit-là, les commandants allemands tinrent des conférences urgentes pour déterminer ce qui avait mal tourné. Ils blâmèrent le brouillard, qui les avait empêchés d'utiliser la portée supérieure de leurs chars. Ils blâmèrent le terrain, qui avait canalisé leur formation dans des axes d'approche prévisibles. Ils blâmèrent la reconnaissance inadéquate qui les avait amenés à avancer directement dans des positions américaines préparées. Ce qu'ils ne blâmèrent pas, ce fut l'hypothèse fondamentale sous-jacente à tout leur plan. Ils avaient supposé que la qualité des chars déterminerait l'issue. Ils avaient supposé qu'un Panther valait 2 ou 3 Sherman, que les calculs seraient en leur faveur, quels que soient les autres facteurs. Ils avaient supposé que les équipages américains combattraient comme les équipages allemands, char contre char, dans des duels où le blindage et la puissance de feu supérieure décideraient. Aucune de ces hypothèses ne s'avéra correcte. Les commandants allemands ne pouvaient pas comprendre ce qui s'était passé. Leurs Panthers avaient une puissance de feu et un blindage supérieur. Leur formation surpassait numériquement les Américains par près de 3 contre 1. Pourtant, ils avaient été massacrés. La réponse résidait dans quelque chose que le renseignement allemand avait complètement négligé de considérer.
Les Américains ne combattaient pas char contre char, dans des duels où le blindage supérieur déciderait de l'issue. Ils combattaient en équipe interarmes, coordonnant plusieurs types d'unités pour créer des effets qu'aucune unité seule ne pouvait réaliser. L'infanterie repérait pour les blindés, rapportant les positions allemandes par radio et guidant les chars vers des positions de tir avantageuses. L'artillerie fournissait des tirs de suppression, forçant les équipages allemands à se calfeutrer à l'intérieur de leurs chars où leur vision était sévèrement restreinte. Les chasseurs de chars se déplaçaient vers des positions de flanc, tandis que les Shermans engagèrent de front, créant des feux croisés mortels qui laissèrent les chars allemands sans direction sûre vers laquelle se tourner. Et lorsque le temps s'éclaircissait, même brièvement, les avions du 19e Tactical Air Command s'abattaient sur les renforts allemands, attaquant les colonnes de ravitaillement et les formations de réserve avant qu'elles ne puissent atteindre la bataille. C'était la guerre interarmes telle que l'armée américaine l'avait développée sur 2 ans d'entraînement et 2 mois de combat. C'était la doctrine que Tiger Jack Wood avait inculquée à la 4e division blindée à Pin Camp et Fort Knox, et dans les déserts de Californie. Les Allemands s'attendaient à trouver leur ennemi et à le détruire avec une puissance de feu écrasante. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent attaqués de plusieurs directions par des ennemis qu'ils ne pouvaient pas voir, coordonnés par une structure de commandement qui fonctionnait plus vite que la leur. Vers midi le 20 septembre, lorsque le brouillard se leva enfin après 2 jours de combat, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le major Charles Carpenter était un pilote d'observation d'artillerie assigné à la 4e division blindée. Son travail était de piloter un petit avion d'observation L4 Grasshopper au-dessus du champ de bataille, de localiser les positions ennemies et de demander des missions de tir d'artillerie. C'était un travail important, mais pas particulièrement glamour. Les pilotes d'observation n'étaient pas des as de la chasse. Ils n'engageaient pas directement l'ennemi. Ils observaient et rapportaient. Carpenter trouvait cela frustrant. Il s'était engagé dans l'armée en 1942, s'était entraîné comme pilote et avait été envoyé en France s'attendant à contribuer au combat. Au lieu de cela, il passait ses jours à tourner à 500 mètres d'altitude, à regarder les batailles se dérouler en dessous de lui, incapable de faire autre chose que d'appeler à l'aide, qui arrivait parfois trop tard. Alors Carpenter modifia son avion. Le L4 Grasshopper était basé sur le Piper Cub civil, un simple avion à structure entoilée avec un moteur de 65 chevaux. Il était lent, fragile et complètement désarmé. Il n'avait aucune protection contre le feu terrestre et aucune capacité pour des armes offensives. Carpenter lui donna les deux. Travaillant avec son équipe au sol, Carpenter monta 6 bazookas M9 sur les entretoises d'ailes de son Grasshopper, 3 de chaque côté. Les bazookas étaient des armes anti-chars d'infanterie, des roquettes lancées par tube qui pouvaient pénétrer près de 100 mm de blindage à courte portée. Elles n'étaient pas conçues pour un usage air-sol. Personne n'avait jamais essayé de les monter sur un avion. Carpenter essaya quand même. Les modifications ajoutèrent un poids significatif à son avion et affectèrent ses caractéristiques de vol. Les bazookas ne pouvaient être tirés qu'un à la fois en utilisant des interrupteurs électriques que Carpenter avait installés dans le cockpit. Les roquettes n'étaient pas très précises, conçues pour un usage d'infanterie à courte portée plutôt que pour des attaques air-sol. Rien de cela n'importait à Carpenter lorsqu'il repéra une compagnie de Panthers avançant vers Haracourt le matin du 20 septembre. Il n'appela pas l'artillerie. Il piqua son petit avion entoilé directement vers les chars allemands et tira ses bazookas. Le Grasshopper n'était jamais conçu pour cela. Il était lent, à peine 150 km à l'heure en vol horizontal. Il n'avait aucun blindage pour protéger son moteur ou son pilote. Le feu terrestre allemand remplit l'air autour de l'avion de Carpenter lors de ses passes d'attaque. Des traceuses de mitrailleuses montèrent vers lui. Des balles de fusil traversèrent ses ailes en toile. Carpenter ignora tout cela. Il fit des passes répétées sur la formation allemande, piquant à moins de 100 mètres du sol avant de libérer ses roquettes et de remonter. Les roquettes de bazooka frappèrent par le haut, où le blindage du Panther était le plus mince. Même un quasi-impact pouvait endommager les chenilles ou le train de roulement, immobilisant un char et le retirant du combat.
Carpenter tira ses 6 roquettes, retourna à la base pour recharger et effectua 2 autres missions cet après-midi-là. Au total, il tira 16 roquettes sur la formation allemande. On lui crédita la destruction de 2 Panthers et de plusieurs voitures blindées. Plus important encore, ces attaques forcèrent la compagnie de chars allemande à battre en retraite, donnant à une unité de soutien américaine piégée le temps de s'échapper. Lorsque Carpenter atterrit après sa 3e mission, son grasshopper avait plusieurs impacts de balles dans les ailes et le fuselage. La toile était déchirée à plusieurs endroits. Une entretoise avait été éraflée par une balle passée à quelques centimètres de la sectionner complètement. Carpenter nomma son avion Rosie the Rocketer, un jeu de mots sur Rosie the Riveter, le symbole des femmes américaines travaillant dans les usines de guerre. La nouvelle des attaques de Carpenter se répandit dans les 2 armées. Les troupes américaines commencèrent à l'appeler Bazooka Charlie. Les troupes allemandes commencèrent à tirer sur tous les petits avions d'observation qu'elles voyaient, ne supposant plus que les Cubs étaient inoffensifs. Après avoir détruit son 5e char, Carpenter dit à un correspondant de Stars and Stripes « Le mot doit se répandre de se méfier des Cubs avec des bazookas. Chaque fois que j'arrive maintenant, ils tirent avec tout ce qu'ils ont. Ils ne s'occupaient jamais des Cubs auparavant. Les bazookas doivent les déranger un peu. » L'impact psychologique des attaques de Carpenter s'étendit bien au-delà des chars qu'il détruisit. Les Allemands avaient supposé que les avions d'observation américains n'étaient que des éclaireurs, des nuisances inoffensives à ignorer pendant qu'on s'occupait des vraies menaces. Maintenant, chaque petit avion pouvait être un tueur de chars. Chaque vrombissement de moteur dans le ciel pouvait être le prélude à une attaque en piqué. Les Américains avaient improvisé. Ils avaient repris un avion d'observation inoffensif et l'avaient transformé en arme. Quoi d'autre avait-il improvisé? De quoi d'autre était-il capable? Le lieutenant-colonel Creighton Abrams commandait le 37e bataillon de chars depuis son propre Sherman, qu'il avait nommé Thunderbolt. Il eut 7 chars, nommés Thunderbolt, pendant la guerre, chacun remplaçant un prédécesseur détruit ou endommagé au-delà de toute réparation. Le nom restait le même. La peinture restait la même. Un grand éclair blanc sur la tourelle, visible à des centaines de mètres. Certains officiers auraient considéré cette peinture comme un suicide. Elle faisait du char d'Abrams une cible évidente pour chaque tireur allemand qui pouvait le voir. Mais Abrams ne se souciait pas d'être une cible. Il se souciait d'être vu par ses propres hommes, de mener depuis l'avant où tout le monde pouvait le suivre. Abrams était trapu, intense et absolument intrépide. Il était diplômé de West Point en 1936 et avait passé les années d'avant-guerre dans des unités de cavalerie qui passaient des chevaux aux chars. Il s'était porté volontaire pour les blindés et commandait le 37e bataillon de chars depuis juillet 1942, plus de 2 ans à entraîner ses hommes, à apprendre leurs capacités, à construire le genre de confiance qui lui permettait de commander depuis la tourelle d'un char plutôt que depuis un poste de commandement à des kilomètres derrière les lignes. Ces hommes le vénéraient non pas parce qu'il était indulgent avec eux. Abrams était exigeant, insistant sur des standards élevés, impitoyable envers la négligence ou la paresse. Dans l'unité d'Abrams, personne ne flânait, se souviendrait plus tard l'un de ses sergents. Il le vénérait parce qu'il ne leur demandait jamais de faire quoi que ce soit qu'il ne ferait pas lui-même. Lorsque les combats étaient les plus intenses, le Thunderbolt d'Abrams était au milieu. Lorsque la situation était la plus dangereuse, Abrams était là, sa voix crépitant à la radio, son char menant la charge. Le 20 septembre, Abrams mena personnellement un assaut de chars contre des forces allemandes qui avaient débordé 2 de ses compagnies. La situation était critique. Des Panthers allemands avaient pénétré les lignes américaines et menaçaient de déborder le bataillon sur le flanc. Abrams n'attendit pas d'ordre. Il ne coordonna pas une réponse prudente, ni ne demanda de renfort. Il rassembla les chars qu'il put trouver et attaqua immédiatement. Son conducteur se souvint de l'assaut des années plus tard. Abrams était dans la tourelle, tirant avec le canon principal lui-même lorsque le tireur ne pouvait pas acquérir des cibles assez vite. Le char se déplaçait à pleine vitesse en terrain découvert, les obus sifflant près, des geysers de terre jaillissant des quasi-impacts. Abrams hurlait des commandes, tirant, dirigeant d'autres chars par radio, tout à la fois.
Ils foncèrent directement dans la formation allemande. À courte portée, où l'entraînement de l'équipage comptait plus que l'épaisseur du blindage, les Shermans étaient égaux aux Panthers. Le char d'Abrams détruisit plusieurs véhicules allemands. Plus important encore, sa férocité jeta l'attaque allemande dans la confusion et permit à ses compagnies désorganisées de se regrouper. Pour cette action, Abrams reçut la Distinguished Service Cross, la citation notant qu'il estima rapidement et précisément la situation et attaqua sans hésiter la force ennemie avec son char de commandement, frappant avec une telle férocité que l'ennemi fut jeté dans un état de confusion. Les commandants allemands ne pouvaient pas comprendre la tactique américaine. Ils s'attendaient à ce que les Américains se battent défensivement, utilisant leurs chars inférieurs depuis des positions hull down et comptant sur le soutien aérien et l'artillerie pour compenser leur faiblesse en blindage. C'est ce que la doctrine disait que les forces inférieures devaient faire. C'est ce que des commandants sensés feraient. Personne n'avait dit à Creighton Abrams d'être sensé. Les combats continuèrent pendant 11 jours. Chaque matin, les commandants allemands lançaient de nouvelles attaques contre les positions américaines. Chaque jour, les attaques échouaient. Le 22 septembre, les restes meurtris de la 111e Panzerbrigade, qui avait été décimée en combattant à Lunéville depuis le 18 septembre, lancèrent un assaut désespéré près de Juvelise avec seulement 7 chars opérationnels restants. Combinés avec la 113e décimée et des éléments de la 11e Panzerdivision, les Allemands tentèrent leur plus grand assaut, coordonné à ce jour. Le général der Panzertruppe, Hasso von Manteuffel, commandait la 5e armée panzer allemande. C'était un commandant blindé expérimenté qui avait combattu en Pologne, en France, en Russie et en Afrique du Nord. Il comprenait la guerre mobile et avait remporté des victoires contre des forces supérieures auparavant. Il était déterminé à percer la position américaine à Haraucourt. L'assaut n'aboutit à rien. L'artillerie américaine, maintenant pleinement coordonnée avec des observateurs avancés et des repéreurs aériens, brisait les formations allemandes avant qu'elles n'atteignent la distance d'assaut. Les chasseurs américains du 19e Tactical Air Command, enfin capables d'opérer maintenant que le temps s'était éclairci, attaquèrent les colonnes de ravitaillement et les renforts allemands. Les équipages de chars américains, désormais pleinement confiants en leur tactique et leur capacité à battre les Panthers à courte portée, détruisirent les blindés allemands avec une efficacité croissante. Au 25 septembre, la 5e armée panzer allemande n'avait plus que 25 chars opérationnels sur les 262 qu'elle avait engagés dans l'offensive. 237 avaient été détruits, endommagés ou étaient tombés en panne. Beaucoup avaient été abandonnés par leurs équipages lorsque des problèmes mécaniques mineurs les laissaient en rade. Des problèmes que des équipages expérimentés auraient peut-être réparés, mais que des équipages inexpérimentés ne pouvaient pas diagnostiquer. La contre-offensive était terminée. Ce qui avait commencé comme le plan d'Hitler pour repousser Patton dans le centre de la France, s'était terminé comme l'une des victoires blindées américaines les plus disproportionnées de la guerre. La 5e armée Panzer, qui avait été rassemblée à grand prix pour porter un coup décisif, avait été réduite à une coquille vide. Les brigades Panzer, qui étaient censées démontrer la puissance continue du blindé allemand, avaient plutôt démontré ses limites lorsqu'elles étaient servies par des hommes insuffisamment entraînés. Le bilan statistique racontait l'histoire. Sur les 262 chars et canons d'assaut que les Allemands engagèrent dans la bataille, 86 furent confirmés détruits par le feu ennemi. 114 furent endommagés ou tombèrent en panne, beaucoup abandonnés par des équipages qui n'avaient pas les compétences ou les outils pour les réparer. Seulement 62 restèrent opérationnels lorsque les tirs cessèrent. La 4e division blindée américaine perdit 41 chars moyens et 7 chars légers pendant tout le mois de septembre, avec un total de 225 tués et 648 blessés. Ces chiffres seraient analysés par les historiens militaires pendant des décennies. Ils montraient qu'un entraînement et une doctrine supérieure pouvaient surmonter un désavantage technologique. Ils montraient que la qualité des équipages comptait plus que la qualité des véhicules. Ils montraient que l'approche américaine de la guerre blindée, mettant l'accent sur la coopération interarmes et l'initiative des petites unités,
pouvait vaincre l'approche allemande qui reposait sur la concentration des blindés et le commandement centralisé. Mais les chiffres ne capturaient pas ce que la bataille signifiait pour les hommes qui l'avaient combattue. Le colonel Bruce Clark ordonna un retrait tactique vers des positions plus défendables, mais avant de se retirer, il exécuta un chef-d'œuvre de déception. Il mit en scène une fausse bataille à la radio avec des ordres pour une attaque frontale enflammée, des coordonnées explicites et des désignations d'unités. Clark savait que le renseignement allemand surveillait le trafic radio américain. Il leur donna exactement ce qu'ils s'attendaient à entendre. Pendant que les Allemands se préparaient à faire face à un assaut qui ne viendrait jamais, les forces de Clark se repositionnèrent tranquillement vers de nouvelles lignes défensives. Au moment où les Allemands réalisèrent qu'ils avaient été dupés, le combat commande A était enterré et attendait. Les Allemands poursuivirent leurs attaques pendant 3 jours de plus, jetant leurs blindés restants contre les lignes américaines dans des tentatives de plus en plus désespérées de sauver quelque chose du désastre. Le 29 septembre, des éléments des 2 brigades Panzer et du 110e Panzergrenadier Régiment effectuèrent un assaut coordonné sur des positions américaines près de la côte 318. Le brouillard revint ce matin-là, et les Allemands espérèrent qu'il leur donnerait le même avantage qu'il avait fourni le premier jour de l'offensive. Au lieu de cela, les équipages américains s'étaient adaptés. Ils connaissaient maintenant le terrain, les approches, savaient exactement où les chars allemands devraient arriver. Ils attendaient. Les Allemands gagnèrent quelques centaines de mètres de terrain à un terrible coup. Au moment où l'attaque s'épuisa en début d'après-midi, ils avaient perdu leur dernière puissance de combat. La 5e armée Panzer n'existait plus que sur le papier. Les rapports allemands d'après-action blâmèrent le temps, blâmèrent le terrain, blâmèrent le manque de soutien aérien, blâmèrent les pénuries de carburant qui avaient entravé l'entraînement. Ils ne blâmèrent pas le défaut fondamental de leur approche. Les brigades Panzer avaient été conçues comme des formations de choc, des masses de blindés qui submergeraient les défenses ennemies par la puissance de feu et le nombre. Cette doctrine avait fonctionné sur le front de l'Est, où les unités soviétiques combattaient souvent avec une mauvaise coordination et des tactiques rigides qui les rendaient prévisibles. Les équipages de chars allemands apprirent à exploiter les faiblesses soviétiques, apprirent le timing et le positionnement qui leur permettaient de détruire les T-34 régulièrement. Mais les Américains ne combattaient pas comme les Soviétiques. Les équipages de chars américains avaient été entraînés à penser de manière indépendante, à s'adapter aux circonstances sans attendre d'ordre, à coordonner avec l'infanterie, l'artillerie et les avions sans instructions détaillées d'en haut. Lorsque les formations allemandes attaquèrent en s'attendant à trouver des défenses statiques, elles rencontrèrent des ennemis qui bougeaient, qui débordaient, qui semblaient anticiper leurs mouvements. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas une technologie supérieure ou un avantage numérique, c'était le résultat de l'entraînement. Les équipages américains avaient passé 2 ans à apprendre à combattre en équipe. Les équipages allemands avaient reçu 2 semaines. Le caporal John Gatuski servit comme tireur dans le 37e bataillon de chars pendant toute la guerre, servant dans le propre char du lieutenant-colonel Abrams, Thunderbolt. Personne ne savait exactement combien de chars allemands il détruisit, mais tout le monde s'accordait à dire que c'était plus que tout autre tireur de l'unité. Son commandant de char disait que Gatuski pouvait placer un obus dans une poignée de porte à 500 mètres pendant que le char était en mouvement. Gatuski était avec le 37e depuis sa formation à Pine Camp, New York, en avril 1941. Il connaissait son canon comme un artisan connaît ses outils, pouvait sentir quand l'élévation était décalée d'une fraction, pouvait compenser le vent et le mouvement sans calcul conscient. Plus important encore, il connaissait son équipage. Il savait comment son conducteur réagirait aux ordres. Il connaissait le rythme du pourvoyeur, connaissait la voix de son commandant suffisamment bien pour commencer à orienter la tourelle avant que la commande ne soit terminée. Ils étaient ensemble depuis si longtemps qu'ils n'avaient plus besoin de mots pour la plupart des situations. Les tireurs allemands faisant face à Gatuski étaient du personnel terrestre de la Luftwaffe 3 mois plus tôt. Ils avaient été entraînés sur les excellents viseurs optiques du Panther. On leur avait enseigné la balistique du canon de 75 mm à haute vélocité. Ils avaient pratiqué sur des simulateurs et des champs de tir. Ils connaissaient la théorie. Ils ne se connaissaient pas les uns les autres.
Lorsqu'une cible apparaissait, le tireur allemand devait attendre les ordres de son commandant, un étranger. Il devait faire confiance à son pourvoyeur, un autre étranger, pour avoir le bon obus prêt. Il devait espérer que son conducteur, qu'il n'avait rencontré que quelques jours auparavant, positionnerait correctement le char. L'équipage de Gatouski fonctionnait comme un organisme unique. Ils faisaient cela ensemble depuis plus de 2 ans. Les Allemands avaient des optiques supérieures, des canons supérieurs et un blindage supérieur. Mais ils n'avaient pas Gatouski. Ils n'avaient pas d'équipage qui avait combattu ensemble à travers la France. Ils n'avaient pas l'avantage invisible du travail d'équipe. La bataille serait étudiée dans les écoles militaires du monde entier pendant des décennies par la suite. Elle devint un exemple type de la façon dont une force bien entraînée avec un équipement inférieur peut vaincre une force mal entraînée avec un équipement supérieur. Elle démontra l'importance de la coordination interarmes, de la cohésion unitaire, des chefs qui faisaient confiance à leurs subordonnés et des subordonnés qui faisaient confiance à leurs chefs. Le lieutenant-colonel Creighton Abrams irait plus tard commander toutes les forces américaines au Vietnam pendant les années les plus difficiles de cette guerre. Il servirait comme chef d'état-major de l'armée, la plus haute position uniformée de l'armée américaine. Lorsque l'armée développa un nouveau char de combat principal dans les années 1970, elle le nomma M1 Abrams en son honneur. Aujourd'hui, le char Abrams reste l'épine dorsale des forces blindées américaines. Le colonel Bruce Clark deviendrait un général 4 étoiles et commanderait l'United States Army Europe pendant la guerre froide. Le général Eisenhower dirait plus tard que Clark était l'un des plus fins commandants tactiques que l'Amérique produisit pendant la Seconde Guerre mondiale. La défense de Clark à Haraucourt et ses actions ultérieures à Saint-Vite durant la bataille des Ardennes devinrent des modèles sur la façon de mener une défense mobile contre des forces supérieures. Le major Charles Carpenter, Bazooka Charlie, fut diagnostiqué avec la maladie de Hodgkin peu après la fin de la guerre. Les médecins lui donnèrent 2 ans à vivre. Il retourna dans l'Illinois et reprit son travail de professeur d'histoire au lycée, la profession qu'il exerçait avant la guerre. Il vécut encore 2 décennies, défiant le diagnostic qui aurait dû le tuer. Lorsqu'on l'interrogeait sur ses exploits au combat, il disait que son idée de faire la guerre était d'attaquer, puis attaquer encore. Il mourut en 1966 à l'âge de 53 ans. La 4e division blindée continua de servir comme pointe de Patton jusqu'à la fin de la guerre. En décembre 1944, lorsque les Allemands lancèrent leur dernière grande offensive dans les Ardennes, la division parcourut 250 km en 19 heures pour secourir la 101e division aéroportée encerclée à Bastogne. Le lieutenant Charles Bogues de la compagnie C, 37e bataillon de chars, commandant un Sherman surnommé Cobra King, fut le premier char américain à percer l'encerclement allemand le 26 décembre 1944. Le secours de Bastogne devint l'une des actions américaines les plus célébrées de la guerre. Les hommes qui combattirent à Haraucourt ne se considéraient pas comme exceptionnels. C'étaient des fils de fermiers et des ouvriers d'usine, des instituteurs et des mécaniciens. Ils venaient de petites villes à travers l'Amérique, des endroits comme Perth Amboy, New Jersey, où le sergent Sadowski grandit, et Urbana, Illinois, où Bazooka Charlie Carpenter avait enseigné l'histoire au lycée. Ils n'avaient pas le meilleur équipement. Le Sherman était inférieur au Panther à presque toutes les mesures techniques. Ils n'avaient pas la supériorité numérique. Ils étaient surpassés en nombre par près de 3 contre 1 lorsque la bataille commença. Ce qu'ils avaient, c'était les uns les autres. Ils s'étaient entraînés ensemble, avaient combattu ensemble, avaient saigné ensemble. Ils connaissaient les forces et les faiblesses de chacun, se faisaient confiance, croyaient en leur courage mutuel. Quand tout tournait mal, quand le brouillard cachait leurs ennemis et que les chances semblaient impossibles, ils avaient cette confiance sur laquelle s'appuyer. Cela suffisait. En 1999, les citoyens de Valley, France, érigèrent un monument honorant le sergent Joseph Sadowski, le commandant de chars mort, en essayant de sauver son coéquipier piégé 55 ans plus tôt. Une décennie plus tard, le colonel James Leach, qui avait commandé la compagnie B du 37e bataillon de chars et avait connu Sadowski personnellement, se rendit en France pour le 65e anniversaire de la libération de la Lorraine.
Leach avait alors 87 ans, l'un des derniers officiers survivants d'Harcourt. Debout devant le monument, il parla du jeune sergent qui était monté sur un char en flammes sous le feu ennemi pour essayer de sauver un ami. Il ne parle pas de tactique, de doctrine ou de spécification d'équipement. Il parla de courage et de sacrifice et des liens entre les hommes qui combattent ensemble. Il parla de ce que cela signifiait de servir aux côtés d'hommes comme Sadowski, des hommes qui donneraient tout pour leurs camarades. C'est la leçon d'Harcourt. Non pas que les chars américains étaient meilleurs que les chars allemands. Ils ne l'étaient pas. Non pas que les équipages américains étaient plus courageux que les équipages allemands. Le courage était abondant des deux côtés. Non pas que les commandants américains étaient plus intelligents que les commandants allemands. Les deux côtés avaient des chefs capables. La leçon est que les équipes comptent plus que les outils. L'entraînement compte plus que la technologie. La confiance compte plus que le tonnage. Les tankistes américains à Harcourt prouvèrent qu'un équipage qui se connaît et se fait confiance peut accomplir des choses qui semblent impossibles sur le papier. Ils prouvèrent que des années d'entraînement partagé créent des liens qui ne peuvent être répliqués en quelques semaines. Ils prouvèrent que le commandement depuis l'avant inspire les hommes à des réalisations au-delà de ce que quiconque attend d'eux. Chaque commandant de char américain à Harcourt faisait face à la même réalité. Son Sherman ne pouvait pas pénétrer le blindage frontal d'un Panther à aucune distance. S'il combattait de la façon dont les Allemands s'attendaient à ce qu'ils combattent, il perdrait. Alors, il ne combattit pas de cette façon. Il utilisa le terrain pour obtenir des tirs de flanc. Il utilisa la vitesse pour réduire la distance avant que le Panther ne puisse réagir. Il utilisa le travail d'équipe pour créer des feux croisés qui laissaient l'ennemi sans direction sûre vers laquelle se tourner. Il improvisa. Il s'adapta. Il surmonta. C'est ce que font les Américains. Les Allemands envoyèrent leurs meilleurs chars au combat, servis par des étrangers. Les Américains envoyèrent leurs fils de fermiers au combat en tant que frères. Les frères gagnèrent. Le 37e bataillon de chars existe encore aujourd'hui, désormais désigné 37e régiment de blindés. Sa devise demeure « Le courage vainc », les mêmes mots qu'Abrams peignit sur ses Thunderbolts. Le quartier général du régiment expose des photographies d'Harcourt, de Bastogne, de la longue marche à travers l'Europe. Les jeunes soldats étudient ces photographies et apprennent les noms des hommes qui combattirent dans des Sherman il y a 8 décennies. Ils apprennent sur Abrams et Clark et Sadowski. Ils apprennent